Alors, je suis tombée ce matin, en préparant l'émission, sur une lettre ouverte au commandant du commandement Sud, qui est un colonel ou un général, je ne sais plus, qui s'appelle Yaron Finkelman, et qui a été écrite au nom de toute la communauté d'un des kibboutz, qui s'appelle Nir Oz, donc par la présidente de la communauté du kibboutz Nir Oz. Et elle lui écrit une lettre ouverte que je pense judicieux de vous lire. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup émue, cette lettre, et je vous la propose pour conclure cette émission. Alors, je vous écris cette lettre au nom de la communauté du kibboutz Nir Oz. Les événements du 7 octobre ont provoqué une profonde fracture au sein de notre paisible communauté. Ces jours-ci, nous accompagnons dans leur dernier voyage 27 de nos amis qui ont été assassinés de sang-froid en ce jour maudit. 74 membres de la communauté ont été kidnappés ou portés disparus, et nous attendons et souhaitons leur retour rapide et en bonne santé. Nos maisons ont été pillées, détruites, incendiées, et nous n'avons nulle part où retourner. Un quart des habitants du kibboutz sont soit otages, soit morts, assassinés, et environ un tiers de toutes les personnes kidnappées en Israël sont issues de nos familles. Parallèlement à notre perte, nous devons faire face à un sentiment d'abandon. Les habitants du kibboutz se sont enfermés dans les abris de leur maison pendant plus de 8 heures à attendre les secours de Tsahal qui ne sont pas arrivés. Beaucoup de questions. Où sont-ils ? Quand arriveront-ils ? Pourquoi ne nous aident-ils pas ? Résonnent dans nos têtes et ne nous laissent aucun répit. Le sentiment d'impuissance dans lequel nous nous sommes trouvés pendant des heures a créé un sentiment de perte de confiance dans Tsahal. Depuis la création du kibboutz, nous inculquons à nos enfants la certitude qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de notre proximité avec la frontière de Gaza. Au moment de vérité, du danger, l'armée sera là pour éliminer tout danger et tous ceux qui tenteront de nous faire du mal, et les soldats nous protégeront. Mais ça n'a pas été le cas le samedi 7 octobre. Après la catastrophe et le deuil, et malgré la grave crise de conscience et le sentiment d'abandon, nous vous écrivons cette lettre pour vous renforcer dans votre mission. Les gens de notre communauté qui vous ont rencontré par le passé savent que vous êtes un soldat courageux, dévoué, authentique et bon. Nous avons entendu hier votre ordre d'opération dans lequel vous mentionniez également le nom de notre kibboutz et cela nous a beaucoup émus. Maintenant, c'est le moment de lutter avec détermination et force, conformément aux valeurs de Tsahal, jusqu'à ce que la paix revienne dans notre région et que nous puissions reprendre notre vie et cultiver nos champs en toute sécurité. Cette lettre a été écrite pour vous libérer, vous et vos soldats, de toute pensée concernant les événements passés et pour vous permettre de vous concentrer sur le retour des otages vivants et sur la bataille à mener jusqu'à la reddition de nos ennemis. À la fin des combats, je suis sûre que le temps viendra de rencontrer les membres de notre communauté, de nous donner des réponses à nos questions si difficiles et de partager notre peine et notre douleur. Prenez soin de vous et de nos soldats. Osnat Peri, présidente de la communauté du kibboutz Nir Oz. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez donner votre sentiment, mais moi, ça m'a bouleversée parce que effectivement, moi qui ne suis pas membre d'aucun kibboutz, qui n'ai aucun membre de ma famille qui a été assassiné ou qui est en otage actuellement aux mains du Hamas, moi, les 2 premières semaines, j'ai éprouvé une telle colère que je n'arrivais même plus à réfléchir de manière sensée, en fait. J'étais vraiment... c'était la colère qui l'emportait et qui primait dans tout ce que je ressentais. Et j'ai mis du temps à essayer de la maîtriser. Et quand je lis ça, ces personnes qui nous disent que tous les otages font partie de leur famille, en fait. C'est leurs familles qui sont mortes. Et eux sont capables aujourd'hui, malgré tout ça, d'aller renforcer, de libérer le commandant de toute la région de cette culpabilité et de le laisser aller en paix et combattre dans des bonnes conditions
psychologique. Je sais pas. Quelqu'un veut dire quelque chose? Mais ce qui est beau dans cette lettre, c'est finalement, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de moments, enfin beaucoup des familles, hein, des otages. Il y a de la colère chez eux aussi. Hein, ils veulent des réponses. Bon, mais là, je pense qu'elle a compris en fait que il y a une mission là, il y a quelque chose à faire, et donc faites, sauvez-nous. C'est vous, sinon qui? Et donc elle est soulage d'un poids pour qu'ils avancent. Et puis je trouve ça très beau, mais il faut avoir beaucoup de résilience pour arriver à ça, ouais. Je voudrais poser une question à Pug. On voit parallèlement à ce qui se passe ici, j'allais dire un petit peu en miroir de ce qui se passe ici en Europe, mais pour parler de la France plus précisément, cette montée absolument spectaculaire de l'antisémitisme, qui n'est pas simplement qu'un antisémitisme identifié à certaines populations, mais qui rejoint même ce qu'on appelle un antisémitisme d'atmosphère, c'est-à-dire quelque chose qui était, semble-t-il, latent et qui finalement s'émancipe. Est-ce que tu penses que le temps est au loup dans Paris et le temps est à quelque chose de que nous craignons pour ceux qui vivent en France? Est-ce que tu penses que il y a quelque chose qui peut se transformer comme ça s'est transformé ici dans ce qu'on croyait être une coexistence ou plutôt une cohabitation de non-guerre? Est-ce que tu penses que ça peut se transformer sur le territoire français dans quelque chose de plus dangereux? Ma réponse serait que c'est déjà arrivé en fait. Je ne pourrai jamais, comme vous tous, hein, oublier Ozar Hatorah, qui à Toulouse en 2012, lorsqu'ils étaient en négociation avec lui, les policiers du RAID ont quand même entendu ce sinistre personnage que je ne nommerai pas dire « je fais ça pour venger les enfants palestiniens tués par Israël ». Dans les nombreuses justifications qu'il a données, il y avait cette phrase. Si ça s'est fait en 2012, hors tout contexte de tension avec Israël, oui, je suis, je dirais pas inquiet, je suis conscient que ça peut se produire et que ce sera pas nouveau, et que ce sera finalement pas une surprise. Ce sera juste la stupéfaction que ça se produise, mais il y aura pas de surprise. Juste par rapport à la lettre de cette dame qui est très touchante, je vais donner mon avis à la fois un petit peu historien qui a un peu traîné ses guêtres dans du kaki. Alors je suis pas vraiment historien, mais j'aime beaucoup ça. Je pense qu'il faut très très lourdement résister à la tentation d'être trop sévère avec Tsahal, de penser que la défense militaire c'est quelque chose de facile, de penser que le renseignement est quelque chose de facile, de penser que on aurait dû pouvoir prévenir ça facilement. C'est quand même extrêmement naïf, c'est du niveau stratégique de Hollywood. La réalité et toute l'histoire d'Israël le montre. Pourquoi est-ce que le Mossad et les services secrets israéliens sont devenus si bons par le passé? C'est justement parce qu'ils avaient commencé très bas et qu'ils ont dû faire. C'est la difficulté en fait de ce contexte de la guerre du renseignement et de la planification et ainsi de suite. C'est ça qui les a rendus bons. C'est parce que c'est difficile qu'ils sont devenus bons qu'ils aient flanché. Et encore, je pense qu'il faut vraiment attendre des enquêtes poussées et une analyse très poussée. Voilà, moi je leur jetterai pas la pierre. Et on aurait beau me dire que Netanyahou a été mis au courant ou que le général Alevi a été mis au courant. On aurait beau me dire ça,
je répondrai systématiquement, les Allemands étaient au courant du débarquement de Normandie en 44. Et pourtant, ils n'ont pas fait le bon choix stratégique pour la défense. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été noyés dans toute ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, l'intoxication. Ils avaient été noyés là-dedans. C'est facile après coup de se dire en avril 2001, ouais, il y a des Saoudiens qui apprennent à piloter mais qui ne sont pas intéressés par l'atterrissage. C'est facile de se dire, ouais, mais on aurait dû penser qu'ils allaient se planter dans des tours. Ouais, ben dans le flot d'informations qui arrivent de toutes les sources de renseignement, arriver à repérer ça, arriver à le mettre en lien avec le World Trade Center, arriver à trouver la date, arriver ensuite à monter les échelons pour convaincre les officiers, les directeurs de service, et que ça arrive jusqu'au cercle décisionnel, c'est quelque chose de très complexe. Donc, sincèrement, comptez pas sur moi pour jeter la pierre à Tsahal ou au gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, hein, parce que Kippour, c'était pas un gouvernement de droite, et on est passé très près de la catastrophe aussi. Et d'ailleurs, voilà, je trouve très louable que cette dame les libère un peu de cette accusation qui pourrait les pousser à faire une bêtise pour essayer de se racheter. Je trouve que c'est bien. Et d'ailleurs, il faut faire cette remarque évidente, c'est qu'aucun service de renseignement qui ont les yeux et les oreilles ouvertes sur tout ce qui se passe dans la région est pour cause, puisque la déstabilisation de la région regarde nombre de puissances. Personne n'a vu venir les choses, à tel point d'ailleurs qu'on sait aujourd'hui que ceux qui ont préparé ce plan depuis 2 ans utilisaient d'ailleurs des moyens de communication qui n'étaient plus celui technologique avancé, mais revenu à l'ancienne, et personne ne s'y attendait, ni les Américains, ni les Français, ni les Anglais, ni les Israéliens. Et que l'expérience, tu le rappelais à propos du World Trade Center, l'expérience américaine, nos propres expériences, sachant que nous étions effectivement donc en demeure de vigilance accrue avec ce qui se passait en Judée-Samarie, ne nous a pas empêché d'avoir ce plan minutieusement préparé et malheureusement qui a eu sa part de succès. Absolument. Et je rappelle juste parce que ça s'est produit véritablement dans, je sais plus exactement quel est le jour, mais vraiment on était en train à peine de réaliser ce qui se passait en Israël que le professeur de français Dominique Bernard a été assassiné par un islamiste à Arras, et le jour même de l'attentat, les médias français disaient la veille, l'auteur de ce crime avait été auditionné par la police. La veille. Et on sait aussi que l'auteur, dont je ne nommerai pas le nom, de la tuerie d'Ozar Torah, était surveillé par les services de renseignement français. Ça ne l'a pas empêché de se constituer un arsenal et de mener son attaque. Tout ça pour dire, voilà, moi je ne jetterai pas la pierre à Tsahal, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Et il y a un jeu on le voit dans certains films, mais on se rend pas compte à quel point il y a tout un jeu d'intoxication où en fait on crée de la fausse information pour que l'ennemi se trompe et n'arrive pas à trouver effectivement le plan correct. Enfin, bien sûr. Je trouve que c'est bien que cette dame ait fait cette lettre très touchante qui ne déculpabilise personne, mais qui dit allez, ça c'est derrière, avancez, vous avez une mission. Je pense que c'est une dame qui comprend ce que les soldats peuvent traverser. Et soit dit en passant, je pense qu'il n'y a pas un seul soldat ou officier du 7 octobre qui oubliera ou déculpabilisera de lui-même de ce qui s'est passé. Merci Pog, merci beaucoup. Je laisse la parole à Galit pour conclure. Merci Pug, merci à vous, merci Isabelle, merci Avi, merci Déborah, merci Jérôme, merci à vous de nous suivre sur Tandem TV. Voilà, on fait ce qu'on peut pour essayer quand même d'être présent, et on espère vous retrouver très très vite pour d'autres émissions telles que celle-ci, jusqu'à ce qu'on puisse reprendre nos productions régulières et habituelles.
Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.